Ah bah c'est une sacrée amélioration par rapport à l'épisode précédent, hein. Donc oui, il se passe quatre histoires parallèles durant cet épisode, et donc je vais venir sur chacun d'entre eux un par un. Et on va commencer par le plus gros morceau, c'est-à-dire l'histoire avec Zia et le prince Zou. Donc je rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, il allait se faire couper la main par un marchand à qui il a piqué une brochette. Et Zia essaye de s'interposer, et petit truc qui m'a un petit peu gêné dans cet épisode. On a ces moments assez graves et on les illustre avec des petits bruitages onomatopées très cons, je trouve. Donc il y a Zia qui se fait repousser, on a un petit oui à ce moment-là. C'est pas censé être drôle ou comique ou quoi que ce soit, mais au moment où elle se fait repousser pour empêcher le mec de lui couper la main, il y a un oui. Ok. Ouh, et il y a un deuxième comme ça qui viendra, j'en parlerai. Donc ouais, elle finit par le sauver en relâchant les poules du marchand, donc il est obligé de courir après. Et au passage, j'en parle parce que c'était un gros truc qui m'a fait un peu tiquer. Le lendemain, c'est-à-dire que là, on est dans la soirée, le lendemain matin, il est toujours à la poursuite de ses poules. Je veux dire, il a pas réussi à les attraper en plusieurs heures. C'est un peu un branque, le gars. Voilà, c'est histoire de le dire. Suite à ça, le prince Zou décide de continuer sa quête, de voir un petit peu ce monde qu'il n'a jamais connu avant, en forçant Zia à le suivre. Et j'avoue que c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Il finit d'être un sale arrogant, il commence un petit peu à s'ouvrir à la misère du peuple qu'il voit. Il y a un passage avec Meili, donc la fille qu'on a vue il y a quelques épisodes, qui réapparaît, avec qui il s'amuse, il crèche chez elle. Il joue aux échecs avec son oncle Zou, sachant que, en passant, il se fait appeler Zou et il dit je suis pas prince, enfin il dit pas qu'il est prince. Et personne se pose de questions sur le fait qu'il porte des vêtements un peu de haute qualité quand même, ça les interpelle pas plus que ça. Voilà, c'est un truc, apparemment personne connaît le visage du prince Zou, pourquoi pas, hein, mais voilà, à un moment donné, il y a Zia qui dit prince, et il y a la fille, donc Meili, qui dit pourquoi tu dis prince. Ah, ça lui fait pas faire 2 plus 2 dans la tête en se disant attends, prince, il s'appelle Zou, il a des vêtements huppés, et ce serait pas le prince Zou. Non. Ok. Et donc oui, après avoir joué aux échecs avec l'oncle de Meili, il y a tout un laïus relativement bien amené sur le fait que l'argent est pas très bien distribué et que c'est surtout la haute sphère qui en profite et que maintenant la misère se répand un peu plus. Et donc ouais, ça touche un petit peu Zou qui, en décidant de revenir au temple, en se faisant à l'idée qu'il va revivre sa vie très morne, se fait aussi dans l'idée qu'il va un peu changer ça, un peu bouger ça. Alors c'est très classique, mais ça passe. Zou est plus le sale arrogant enfoiré qu'on a vu, et donc il passe beaucoup mieux maintenant. Je comprends que vous vouliez d'abord le montrer comme le prince un peu dans sa haute sphère qui comprend rien au bas peuple, mais il y avait moyen de le faire en le rendant un peu moins petit con, vous voyez, c'est ça le truc. Mais ouais, ce développement-là va bien au personnage. Ça n'a rien de transcendant, mais ça va bien. Et donc c'était plutôt cool ça. C'était un passage plutôt cool. Mais comme je le dis, c'est un bon épisode, vraiment. Deuxième histoire parallèle, Tao et Ambrosius arrivent au Nef où se trouve toujours Zarès. Et il y a un petit dialogue entre eux que j'ai trouvé pas trop mal, notamment par rapport à une petite chose. Lorsque Tao se vante en disant « Oh, je suis le plus grand inventeur !» et que juste après, il y a Pichou qui le reprend en disant « Va en retard, va en retard !» Ça m'a fait sourire. Alors, je tiens à le préciser, à le souligner, parce que c'est un exploit d'avoir réussi à me faire sourire avec Pichou, et voilà, je souligne, bravo. Alors, bravo. C'est bien, hein, c'est... Une fois n'est pas coutume, au moment où ils entrent dans le nef, ils tombent donc sur Zarès. Un combat relativement intense s'ensuit, qui est malheureusement un peu de court. Je pense qu'on aurait pu faire durer ça un petit peu, ce qui force Zarès à s'enfuir en les mettant un petit peu hors d'état de nuire. Mais Ambrosius ne reste pas là sans rien faire. Il est actif et il donne quelques coups. Ça fait plaisir. Et donc, Zarès arrive à se barrer en ayant pris je sais pas quoi. Je sais pas s'il a pris quelque chose ou s'il a juste inspecté le coin. Parce que bon,
au moment où ils arrivent, il a fait sortir la chose qui génère un petit peu son vaisseau, c'est-à-dire la pyramide de Mu. Je sais pas trop ce que j'avais compris quand il en avait parlé, mais bon, c'est une petite pyramide en auricalque, j'imagine. Voilà, c'est un auricalque qui ressemble pas à l'or comme les autres fois, donc je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Et donc, je sais pas exactement ce qu'il a voulu faire, Zarès, mais c'est pas impossible que la réponse plus tard. Et donc, au moment où il le poursuit, on voit que, à nouveau, il essaye de cacher un côté un peu moins jovial, Ambrosius, dans sa façon de mal réagir à certaines choses. Donc il y a un truc qui cache, qui a pas l'air inintéressant. J'espère que ce sera bien géré par la suite, vraiment, j'espère. Et s'ensuit un petit montage où ils font leurs petites inventions parce qu'ils ont prévu certaines choses au cas où il faille attaquer le palais ou un truc comme ça, avec des boules de fumée, etc. Donc ils font tout un montage avec certains clichés un petit peu moyens, notamment à un moment donné Ambrosius fait un peu de chimie et paf, ses flacons lui explosent en pleine gueule. Voilà, le cliché il est fait, c'est bon. C'est pas comme si j'avais déjà vu ça 36 000 fois avant, et ça se termine sur eux qui ont construit tout un tas de trucs, tandis qu'il y a une espèce de mystère par rapport à un certain objet, un bracelet qui tient une espèce de... de puzzle du Millennium. Ça me fait un peu fait penser à ça. Donc ouais, un objet un peu bizarre, particulier que Zarès avait au poignet, qui a l'air d'inquiéter Ambrosius, de l'interpeller. Donc voilà, c'est pas mal ça, c'était vraiment pas mal cette partie-là. Troisième histoire parallèle sur Esteban. Esteban donc qui se trouve au château et qui va pas faire grand-chose en fait. Donc il s'en sort bien étant donné qu'apparemment personne n'a le droit de le regarder directement en face. Donc oui, apparemment, étant donné que, vu que personne ne doit le regarder directement en face, même si il doit y avoir des tonnes de situations où même si les gens ne veulent pas le regarder en face, ils doivent se retrouver à le regarder au moins 2 secondes en face, enfin, avoir une petite idée de quoi il ressemble, mais c'est pas grave, on va dire que non, ils doivent jamais le regarder, donc il s'en sort bien, il peut vaquer sans trop de problèmes dans le palais, et c'est là qu'on a affaire à un moment qui me fait un peu délirer, parce que voilà ce qui se passe. Il y a un mec du moine précepteur qui vient lui rapporter des informations qu'il a eues en espionnant le conseiller de l'empereur. Alors qu'ils sont espionnés par le second du conseiller de l'empereur, tandis que ce second du conseiller de l'empereur est espionné par Esteban. Espionnageception. Ça m'a fait délirer ça. Donc ouais, ça amène à ce que Esteban suive le second. Sans qu'il y ait grand chose de nouveau qui soit apporté. Je veux dire, il se cache, il entend une conversation entre lui et le conseiller de l'empereur. Donc il sait à quelle personne il faut se référer, à quelle est la personne responsable de ça. Donc ok, même si c'est quand même le bras droit du conseiller de l'empereur. Donc je pense que le moine en chef aurait déjà dû le savoir, je pense. Et donc ouais, il dit des trucs basiques. Maintenant, il en sait un peu plus sur ce qu'est ce dragon d'or, donc je sais plus trop, j'ai peut-être pas bien suivi, mais est-ce qu'il veut le garder pour lui ou qu'on tient toujours à le donner à l'empereur, je sais pas trop, mais à nouveau, c'est même pas une question de ce que ça pourrait lui apporter, de ce que signifie cet objet, c'est juste que ça a l'air d'avoir une grande valeur, oh, c'est super, très, très, très palpitant. Enfin bon, ça n'apporte pas grand-chose cette partie-là, ça sert plus à meubler qu'autre chose. Mais voilà, c'était là. C'était la partie la moins bien réussie. Et quatrième histoire parallèle avec Mendoza, qui part un petit peu à la recherche de Zia et de Zou, sans y arriver bien entendu, accompagné par le deux Pecno qui ne sert absolument à rien. Au bout d'un moment, ils finissent par s'endormir en pleine rue, et donc plus tard, ils seront réveillés par les poules du marchand dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Et donc, en plein chemin, donc après toute une nuit à l'avoir recherché, Zia et Zou, il se fait attaquer par un costume de dragon rouge, et donc par les gens à l'intérieur, et ils arrivent à le capturer dans une mise en scène que j'ai pas très bien saisie. Vraiment pas. Il lui tourne autour et puis tout d'un coup il disparaît et il est entre leurs mains. J'en sais rien, je trouve que dans cette situation-là, ce serait pas plus simple de capturer quelqu'un en étant dans un costume de dragon qu'en étant seulement plusieurs mecs attroupés autour de lui.
Et c'est un peu bizarre de la part de Mendoza, surtout, de se faire avoir sans vraiment donner de combat, alors que c'est quelqu'un qui est du genre à se défendre. On va dire qu'il était épuisé par toute cette nuit à avoir recherché les enfants. On va dire que c'est ça. Et donc, à la fin de l'histoire, il est amené devant quelqu'un dans un bateau au port de pêche, là. Et la personne en question, de la silhouette qu'on voit, ça a tout l'air d'être Zarès. On nous fait une espèce de petit suspense. Est-ce qui était cette mystérieuse personne? Je veux dire, on voit bien la cape et tout, quoi, dans la silhouette, ça a clairement l'air d'être lui. Mais le grand mystère, c'est surtout que après cette rencontre donc qu'on voit pas, on voit rapidement lui qui croise ce type en entrant dans sa cabine. On le laisse sortir et continuer son chemin. Donc, est-ce qu'il l'a capturé juste pour le prévenir qu'on voulait s'en prendre aux enfants? C'est pas impossible, à nouveau, parce que voilà, Zarès ne cherche pas à ce que les enfants soient stoppés dans leur élan, il veut qu'ils continuent leur périple et les suivre continuellement. Donc ça pourrait bien être ça. Quoi qu'il en soit, c'était pas trop mal si on prend pas trop en compte les pitreries habituelles de Sancho et Pedro. Et globalement, c'était un plutôt bon épisode. Vraiment, hein, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'épisode aussi bien fichu. Après, ça dépend beaucoup de ce qui va se poursuivre après. C'est-à-dire, est-ce que ce que Ambrosius et Tao ont préparé servira à quelque chose de prenant? Est-ce que ce développement qu'on a fait autour du prince Zou amènera à quelque chose? Voilà, ça repose un peu sur comment ce sera géré par la suite. Mais pour ce qui est montré dans cet épisode, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment sympathique. Et après l'épisode précédent, qui était clairement le pire de la série jusqu'à présent pour moi, là, vous arrivez à faire genre peut-être le meilleur épisode de cette saison 2 pour l'instant. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. On verra si c'est bien poursuivi et de ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 14. Bye.